Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les soignants. Et quand on toussait de trop, et alors il y avait les ventouses. Épisode 8. Mon grand-père était asthmatique. Il y avait les fumigations qu'il faisait, c'est-à-dire un peu comme on prenait du tabac à priser. Donc il prisait ces herbes-là. Il avait des dilatateurs bronchiques en aérosol. Et chaque fois qu'il commençait à sentir une bouffée venir, il s'envoyait une bouffée d'adrénaline dérivée. Et puis donc les fameuses ventouses, c'était maman qui lui proposait souvent. Elle lui faisait ses ventouses et parfois même on les scarifiait justement pour faire tomber un petit peu de sang et faire un peu l'équivalent que faisait une saignée. Les ventouses, c'est un petit globe de verre, hein. Et alors on met des sangsues. Pourquoi des sangsues? Moi j'en ai mis beaucoup à ma grand-mère. Dans le fond, c'est une prise de sang. On prenait des sangsues qui n'avaient pas mangé, donc qui étaient à jeun, et qui nageaient dans une tasse ou en bol, je ne m'en rappelle plus. Et on mettait du sucre là où on devait sucer. Et elles se jetaient sur ce sucre, et on les voyait grossir comme ça. Vous riez, vous me faites rire maintenant aussi, mais c'est ça, c'était ça. Et dans le fond, c'était surtout pour les femmes qui avaient trop de tension. Et la tension baissait. Et il n'y avait pas de médicaments. En médicament, l'arrivée du Lasix, c'est-à-dire un médicament diurétique qu'on donnait dans un cas d'insuffisance cardiaque pour aider l'organisme à éliminer l'excès d'eau. Ça remplaçait la saignée qu'on faisait auparavant. Après-guerre, la médecine connaîtra aussi les 30 glorieuses. À partir des années 50, il ne se passe pas un an sans une découverte fondamentale qui changera la vie des patients et notre manière de vivre. On pense en particulier aux antibiotiques. André, médecin généraliste, et Christiane, infirmière, se souviennent. Les antibiotiques, c'est Fleming qui les a sortis avec la pénicilline, hein. Ils étaient sortis depuis 5-6 ans, hein, quand j'ai commencé. Oui, j'ai connu la pénicilline, les premières pénicillines. Enfin, elle existait déjà avant la guerre, hein, mais en Amérique. Et elle faisait mal, hein, les bêtes, pénicilline. Hein, maintenant, il y a des noms. Et j'ai commencé en juin 53, je crois, en nurserie, justement. Ça, c'était la période dure. On devait se lever, aller piquer les enfants, ou bien on m'avait mis, malheureusement, au pavillon des infections. Le pavillon des infections, où j'ai attrapé une fameuse jaunisse et une fameuse, elles étaient là 3. Ça n'existait pas les numéros dans le temps. Mais je suis restée 6 mois malade, jaune comme un citron. Donc c'était certainement celle qu'on appelle la C maintenant, la mortelle donc. J'y ai échappé avec presque rien dans le fond. Il n'y avait pas tous ces médicaments. Pour le quotidien et les petits bobos, les remèdes traditionnels continuent à être utilisés. Par exemple, Christiane se rappelle que quand vous toussiez, c'était un sirop un peu particulier qu'il vous fallait prendre. Du sirop de limace, ces bêtes qui rampent là, comme ça, qu'on faisait nous-mêmes, enfin les religieuses, hein, et on vous donnait tous les jours un sirop de limace. Et tous les matins, une cuillère d'huile d'olive et de l'ouate, thermogène, thermos, donc chaud,
qu'on vous mettait sur le dos quand vous toussiez. Comment s'appellent ces médicaments? Je ne crois pas qu'il existe encore. Brun, comme ça. Mais qui piquait. Et ça brûlait, parce que si on était distraite, ça brûlait. On ne pouvait pas dire pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, non. Ça dépendait de la réaction de la peau de l'enfant. Ouh là là, un petit peu trop, ça brûle. Hein. De loi de Thermogène, vous ne connaissez pas? Il y a beaucoup de médicaments qui étaient très bons et qui seraient encore très bons maintenant qu'on a fait partir. Moi, quelqu'un qui tousse très fort, une dame qui tousse très fort, j'ai dit, allez quand même voir le médecin. Mais non, ça passera. Vous savez, les vieilles paysannes, ça passera tout seul. Et il y a toujours les limaces et les suceuses de sang. Toujours? Oui. Les limaces et autres remèdes ne peuvent pas grand-chose contre celle qu'on appelle la peste blanche. Quand Olga devient infirmière, le traitement antibiotique vient d'être découvert, mais n'est pas encore accessible. J'ai débuté ma carrière en sanatorium, avec beaucoup de déportés qui arrivaient, tuberculeux, bien sûr. Il y avait un otorino qui venait, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de laryngite tuberculeuse. Donc, il a vu que j'étais jeune et qu'il m'a demandé si j'acceptais d'aller faire un stage en ORL pour pouvoir soigner les tuberculeux par pulvérisation de cocaïne sur le larynx. Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. C'est là que j'ai dû attraper mes bacilles, certainement. Voilà. Je me suis plainte de ma fatigue, personne n'y a cru et j'ai fait un accident tuberculeux. J'ai eu un pneumothorax pendant 5 ans. Voilà. À mon époque, il n'y avait pas encore la streptomycine, donc on m'a fait un pneumothorax. Avant la découverte d'antibiotiques, on injecte de l'air dans la cavité thoracique, entraînant un affaissement du poumon affecté. Cette technique permet de priver le bacille de corps d'oxygène. Le but, permettre la cicatrisation des lésions. Mais à quel prix? À quelques années près, Olga aurait pu bénéficier d'un traitement médicamenteux. C'est en effet en 1948 qu'a lieu le premier essai clinique randomisé de l'histoire de la médecine. Streptomycine versus pneumothorax thérapeutique. C'est l'antibiotique qui va l'emporter. Je suis restée 9 mois en Sana. Voilà. Alors, ensuite, je suis revenue sur Paris. Je n'avais pas de famille à Paris, donc pour être logée, j'étais logée à l'hôpital même. Et je me suis trouvée avec des méningites tuberculeuses, des gamines de 20 ans, 21 ans, qui mouraient de leur tuberculose, de leur méningite. Enfin, une carrière très, très marquée et assez difficile, voyez. La mort, elle a changé parce qu'il y a eu des traitements qui ont reculé. Bon, d'abord, le nombre de vieux qu'il y a maintenant. Donc, ils sont à l'âge de mourir. Par contre, des jeunes qui mouraient, ça, on le vivait mal. On a vécu à l'époque la polio, le sida. Ça a été terrible, le sida. Hein. On a vu des jeunes... Les jeunes qui meurent dans les hôpitaux décèdent en général parce qu'on ne connaît pas leur maladie ou le traitement efficace. Mais il y a aussi des jeunes femmes qui meurent. Celles qui, après une IVG faite dans de mauvaises conditions, parce que la société en a décidé ainsi, viennent mourir dans les hôpitaux. Olga s'en souvient. J'ai connu beaucoup de jeunes femmes qui malheureusement mouraient, et souvent le week-end. Mais au début de ma carrière, quand je suis revenue sur Paris, c'était 50. En chirurgie, il y avait souvent des jeunes femmes qui mouraient. Elles mouraient parce qu'elles se faisaient avorter, bien sûr. D'hémorragie, souvent. D'hémorragie.
Olga a aussi connu les premiers médicaments psychiatriques, ceux qui vont changer la vie des malades et leur éviter des pratiques comme la lobotomie, la sismothérapie ou la camisole de force. En 1952, un patient reçoit le premier traitement par neuroleptique. En 1957, le premier antidépresseur. Le cerveau est encore un continent à découvrir. Olga a travaillé en psychiatrie et en neurologie. Elle raconte. J'ai été surprise quand j'ai travaillé en psychiatrie. Je ne connaissais pas la psychiatrie, mais c'est là que j'ai appris à connaître la fonction du cerveau. Et c'est passionnant. Voir ces réactions d'un jeune schizophrène qui arrive dément, et la détresse de la famille à côté. Surtout qu'à l'époque, on a accusé pratiquement les mamans. Vous avez connu ça? Alors, toutes les urgences de Paris arrivaient dans notre service. Donc, les jeunes schizos, bien sûr, les déliriums tremens, par exemple, commencer le Valium dans nos services. Je ne me souviens plus. À l'époque aussi des électrochocs. À partir des années 55 à peu près, il y a eu une évolution permanente en médicaments, que j'ai connue, moi. En neurologie, j'ai débuté donc en 1948. Les tumeurs étaient opérées à mon époque. Oui. J'ai commencé à connaître le scanner, ça a été la première grande évolution. Puis après, tous les examens radiographiques qui ont évolué, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé? Des diagnostics quand même plus rapides, plus précis. On localise quand même facilement une tumeur, même on peut voir la gravité, si. Je suis partie en 82. En 82, c'est à l'époque où ça a évolué énormément. On ne peut pas faire de comparaison, du tout. Mais mon âge, ça fait presque un siècle. J'ai débuté à 20 ans, ça fait 75 ans pratiquement que j'ai eu mon diplôme. Alors, vous voyez ce que j'ai vu. Et en plus, maintenant, je suis toujours très intéressée par le cerveau, j'écoute toujours les émissions de médecine. Marcel, Christiane, André, Olga et Anne-Marie vivent aujourd'hui en maison de retraite, en France et en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.